Donc maintenant un temps d'échange avec Robert Guédiguian et Christophe Kantchev, qui en plus d'être le biographe personnel, officiel, pardon, est rédacteur en chef à Politis. Si vous avez des questions, il y a un micro-baladeur. Et puis moi, je me chargerai de boucher les trous. Je balade. Et Antoine se balade. Voilà. Antoine, oui. Là-bas. Allons-y. Allons-y. C'est une question moins sur le film que sur l'Arménie et les Arméniens que je ne connais pas. L'écriture et la langue sont particulières aux Arméniens parce qu'il y a une écriture particulière dans le livre. Oui. De oui. C'est juste effectivement, j'allais dire, définitions quoi, de l'arménité, c'est effectivement qu'elle a une langue particulière et un alphabet particulier. Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Une histoire de fou, au singulier. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qui est le fou? Oui. Non, c'est nous tous. Mais enfin, si, je cherchais. Pardon? C'est nous tous. Enfin, je cherchais un titre générique, en fait, c'est-à-dire un titre qui à partir évidemment de cette histoire des Arméniens, raconte ce qu'on n'arrive pas à raconter. Enfin du moins, non, ce qu'on arrive à raconter, mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Voilà. Et quand on ne comprend pas quelque chose, c'est une expression banale, enfin, qu'on utilise tous les jours. On dit c'est une histoire de fou. Voilà. Parce qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que quand même, parfois, évidemment, on analyse, donc on cherche des raisons objectives, historiques, géopolitiques, etc. Et on en trouve d'ailleurs, il en existe. Mais ce que, après, parfois, les hommes commettent, en fait, effectivement, au regard de l'humain, comme disait Yves, est incompréhensible, quoi. En tout cas, ni la pensée philosophique, ni la pensée scientifique n'arrive à rendre compte, en fait, de ça. Voilà. Donc du génocide, des crimes contre l'humanité, de toutes ces horreurs-là. Voilà. Donc c'est pour ça que je cherchais un titre général et non pas un titre qui ne parle que de l'Arménie et de ce génocide-là, mais qui parle de manière générale de cette chose qui doit continuer à nous interroger quand même. Voilà pourquoi ce titre-là. Merci, c'était superbe. Ici, oui. C'est moi qui parle. Oui, je vous remercie. C'était superbe parce que moi je travaille depuis quelques années comme bénévole à Graines d'Idées avec des Arméniennes et c'est difficile de se comprendre parce qu'elles parlent très mal le français et elles sont réfugiées de fraîche date. Oui. Alors ça aide à comprendre bien sûr tout ça et c'est très très bien. Je suis vraiment content d'être resté ce soir. Merci. Alors pour faire le sous-titre, oui. Graines d'Idées, c'est une association d'insertion lyonnaise oui. qui travaille notamment avec toutes les personnes dans les quartiers de La Roche-sur-Yon. Et il y a effectivement une grande diversité de personnes qui arrivent à La Roche et qui profitent de l'action de Graines d'Idées. On avait une question ici. Bonsoir. Bonsoir. J'avais deux questions en fait. Premièrement, est-ce que vous avez fait... j'ai vu qu'il était paru sorti l'année dernière, le film. Est-ce que c'était les 100 ans du génocide arménien qui vous a inspiré? Oui. Non, vous m'avez dit qu'il y avait deux questions. Oui, ben je croyais que vous alliez répondre à la première. Et la deuxième question, c'était... je sais que vous êtes très attaché à la ville de Marseille, mais pourquoi ne pas choisir de montrer aussi aujourd'hui à quoi ressemble l'Arménie? On a justement vu dans le film qu'on connaît très peu le pays. Moi, je m'y suis rendue moi-même et c'est vrai que personne sait. Je vais expliquer en fait où c'était. On ne connaît pas le pays et très peu l'histoire. Alors, deux choses. D'abord, j'ai déjà fait un film en Arménie qui s'appelle Le Voyage en Arménie. Oui, tout à fait. Et qui là se passe entièrement en Arménie, dans l'Arménie contemporaine, enfin qui débute à Marseille, il y a même un avion qui sera en Arménie et qui indique très clairement
comme dans les vieux westerns où la caravane traverse effectivement de l'Est pour aller à l'Ouest. Il y avait cet avion qui partait où on indiquait très clairement la situation même géographique de l'Arménie contemporaine, et puis après ça se déroulait dans l'Arménie contemporaine. C'est un film qui a 10 ans, et donc il ne s'agissait pas de le refaire. Je vais dire, donc j'ai déjà fait un film en Arménie. Là, les dernières scènes se passent en Arménie, hein, bien sûr. Mais sinon, le lien au génocide, bien sûr, au centenaire, il existait. Il n'existait pas dans la préoccupation initiale. C'est-à-dire que depuis, d'ailleurs, que j'ai fait ce premier film en Arménie en 2005, donc, oui, c'est ça, depuis, au fond, la question était un peu récurrente, quoi. Je veux dire, il y avait une espèce de ligne comme ça ou de petite voix qui me disait qu'un jour ou l'autre, j'allais travailler sur la question du génocide et de ses conséquences. C'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ce génocide constitue, et c'est terrible à dire, comment effectivement le fait d'avoir failli mourir constitue le fait qu'on est vivant aujourd'hui. Enfin, il y a beaucoup d'études et de travaux, par contre, de psychanalyse, même sur ces traumatismes-là, qui se transmettent, comment ils se transmettent, comment les plaies ne se referment pas, comment effectivement, 1000 ans après, on parle de choses qui se sont passées, de traumatismes de ce type-là. Comment effectivement faire très attention, quoi. L'histoire l'histoire dure. L'histoire dure longtemps, en fait. Toutes les histoires durent longtemps, on pourrait dire. Donc c'est un film plus là-dessus que je voulais faire. Et ça me travaillait. Et c'est vrai que par contre, la seule chose que j'ai fait quand même, c'est qu'il était prêt à tourner un an avant. Prêt, écrit, financé, etc. et tout. Tout était bon. Et j'ai décidé de retarder d'une année le film. Puis il n'y avait aucune raison de ne pas le faire pour le centenaire, du coup. Donc j'ai retardé. Et c'est même ce qui explique que j'ai fait au fil d'Ariane, parce que comme je ne savais pas quoi faire, du coup, je m'ai fait un trou dans mon emploi du temps. Et j'ai dit, je vais faire un truc vite fait pour m'occuper. Et donc, j'ai fait au fil d'Ariane, qui peut-être n'aurait pas existé sans ça, ce décalage-là. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'était une question plutôt sur la part de l'histoire dans le film que vous avez là. Vous faites se croiser la guerre civile au Liban, vous évoquez l'Irlande, vous renvoyez aux Palestiniens. Et voilà, j'avais envie de vous poser la question, pourquoi vous mélangez, pourquoi vous mêlez tout ça et qu'est-ce qui vous anime dans ce sens-là? Alors, parce que si vous voulez, c'est pas trop mêlé, c'est qu'au fond, d'abord, c'est un film qui a donc à voir avec l'histoire. Tous les films qui ont à voir avec l'histoire, avec des histoires vraies, donc. On nous oblige à prendre certaines libertés, mais pas toutes. C'est-à-dire il faut en prendre pour que les narrations fonctionnent, pour que les récits marchent bien, quoi, pour que le film soit fluide, enfin, pour toutes ces raisons-là. Mais il faut aussi essayer de ne pas faire de contresens, de dire des choses qui soient les plus... Je dis bien du point de vue du sens, en fait, pas du point de vue factuel, mais du point de vue du sens les plus justes possible. Et là, donc, j'ai veillé à ça, tout simplement. Donc, c'est vrai que ce grand mouvement, comme ça, des années 80, de deuxième ou troisième génération de jeunes Arméniens qui n'en peuvent plus, puisque, effectivement, l'histoire de l'intervention à l'Église, par exemple, est vraie. C'est vrai que la Turquie fasciste de ces années-là, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle est, mais elle n'est pas loin d'être fasciste aussi. Je ne sais pas comment la qualifier, mais en tout cas, dans ces années-là, elle l'était, ça c'est sûr. Et effectivement, intervenait jusque dans des églises à l'étranger pour empêcher effectivement les Arméniens de commémorer, en fait. Donc, l'aspect insupportable pour les jeunes générations, cette grand-mère qui revit dans cette église, l'incendie de sa propre église, 60 ans plus tôt, est tout à fait insupportable. Et ça, c'est un fait historique, ça s'est passé. Mais, si vous voulez, ça s'est passé rue Jean Goujon à Paris. Voilà. Moi, je fais ça à Marseille, etc., parce que ça m'arrange, parce que ça arrange le récit. Donc, si vous voulez, c'est faux factuellement, c'est évidemment vrai intellectuellement, du point de vue du sens, c'est juste. Et là, de la même manière, quand je situe, pour répondre plus précisément à ce que vous me demandiez, quand je parle beaucoup de Palestiniens dans ce film et tout ça, c'est vrai que le mouvement, en fait, ce mouvement de lutte armée arménienne, effectivement, né à Beyrouth,
probablement, parce que je crois, au fond, les choses sont souvent assez simples. Hein, il faut toujours faire un peu de géographie pour faire de l'histoire. Probablement parce qu'ils étaient plus près du lieu du crime. Hein. C'est-à-dire que Beyrouth, c'est pas très loin de l'Anatolie. Voilà. La diaspora en Amérique du Nord ou même en France est beaucoup plus éloignée de ça. Les gens de Beyrouth sont restés toujours plus proches et donc plus dans un rapport plus charnel et j'allais dire plus violent d'ailleurs à ce traumatisme qu'avaient subi leur famille, leurs grands-parents la plupart du temps. Et à Beyrouth, c'est vrai qu'arrivent les Palestiniens qui sont en rébellion, etc. Tout ça, et vraiment les gens qui ont fondé la Zala, j'en connais, il y en a un qui vit toujours, que je connais bien, qui vit dans l'Arménie d'aujourd'hui, et qui dit vraiment à 18 ans, c'est l'exemple des Palestiniens que nous avons suivis. Et à ce moment-là, c'est vrai aussi que, du coup, les Palestiniens ont à ce moment-là quand même incarné, après on peut en débattre, mais enfin, on ne peut pas débattre du fait, on peut débattre de ce qu'ils ont incarné. Mais le fait est vrai qu'ils ont incarné pour le monde entier, en fait. Ils sont devenus universels, les Palestiniens, à ce moment-là. Je pense qu'ils le sont encore, d'une certaine mesure. Peut-être un peu moins qu'à ce moment-là, mais il faudrait qu'ils y travaillent. C'est une grande question, ça, d'ailleurs, dont on a parlé plusieurs fois, nous deux, parce que ça nous intéresse, on en a beaucoup. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ils représentaient, donc pour les Irlandais, les Basques et autres Japonais, Allemands, etc., et Arméniens, bien sûr, qui vivaient à Beyrouth, un exemple à suivre, en fait, un exemple j'allais dire, de révolte, de rébellion, d'organisation, c'est l'exemple de ne pas se laisser faire, ou de plus se laisser faire, ou de ne pas accepter, effectivement, de disparaître. Voilà. Alors c'est vrai que là, je fais que dire des choses qui se sont passées comme dans le film, en fait. C'est tout à fait vrai, historiquement. Oui. J'ai un peu travaillé. Oui. Non, parce qu'en plus, tu viens d'utiliser le mot disparaître, mais c'est vrai qu'à partir de 1948, l'un des grands combats du peuple palestinien, c'est de devenir visible. En fait, c'est un peuple invisible, c'est un peuple qui a été recouvert. Le combat des Arméniens dans les années 80, en fait, c'est un problème de visibilité aussi. Puisque finalement, la génération d'avant, la génération que représente Simon Abkarian, s'est accommodée d'être invisible en tant que Palestinien, en tant qu'Arménien. Et tout en ayant vécu, mais de façon très intime, à l'intérieur de la maison, la culture arménienne. Mais à l'extérieur, ils ne sont pas visibles. C'est pour ça aussi qu'il y a ce parallèle qui est très très fort. Et la lutte de visibilité des Palestiniens a été au cœur de toutes les luttes dans les années 60, 70. Enfin, avec Yasser Arafat, c'était vraiment la question de la visibilité. C'est pourquoi c'est aussi juste ce rapprochement. Et on peut aller quand tu disais que le peuple palestinien était devenu, la lutte palestinienne était devenue effectivement un emblème universel, même le mouvement panafricain se référait à la lutte palestinienne. Toute l'Afrique qui luttait pour son indépendance dans les années 60, 50, 60. Voilà pourquoi ça peut paraître étonnant finalement qu'on parle dans un film comme ça, qui normalement ne devrait parler que de la cause arménienne, les Palestiniens soient si présents, et si présents dans les lapsus aussi. J'avais envie de dire autre chose, mais ça n'a pas grand-chose à voir, mais ça a à voir en fait avec l'histoire. Parce qu'en fait, le film, quand la première fois que je l'ai vu, ça ne m'avait pas autant frappé, c'est la deuxième fois, c'est-à-dire que parce que là on parlait de visibilité ou d'invisibilité, et en fait ce qui m'interroge vraiment beaucoup par rapport à ce film-là, c'est qu'il me pose une question très très forte de cinéma, c'est qu'est-ce qu'il faut montrer ou pas. Et même si c'est un film sur les conséquences du génocide, il y a quand même la question du génocide. Qu'est-ce qu'on fait avec le génocide, avec les images du génocide ? Comment montrer les images comment montrer le génocide ? C'est impossible qu'il soit totalement invisible. Alors, il y a deux solutions. Soit on fait comme Henri Verneuil dans Mérig, où il reconstitue le génocide. Ou alors on trouve un biais
Et là d'une certaine façon, et ça, tu seras plus à l'aise peut-être que moi pour en parler, mais enfin, c'est parce que je sais que tu t'es interrogé là-dessus, évidemment. On ne sera jamais à la hauteur. Aucun cinéaste ne peut être à la hauteur des images réelles d'un génocide. C'est aussi les questions que posait le film de Laszlo Nemes sur Auschwitz, dont j'ai oublié le titre là d'un seul coup. Le fils de Saul, merci. Et finalement, Robert a opté pour autre chose, pour cette fameuse, ces 20 premières minutes en noir et blanc, où finalement, à part quelques photographies, on a surtout un témoignage oral. Et ce témoignage oral, il est sans doute plus fort que des images qui sont fausses. En tout cas, ça pose vraiment cette question qui est la question du cinéma. Qu'est-ce qu'on doit montrer, qu'est-ce qu'on doit cacher, qu'est-ce qui doit être cadré, et qu'est-ce qui doit être hors champ. Voilà, donc c'est pour dire que ces 20 premières minutes se posent vraiment une question sur l'essence du cinéma. La question qu'un critique historique qui s'appelait André Bazin a posé dans un livre qui s'appelait « Qu'est-ce que le cinéma ?» Dans l'UMA du 10 novembre 2015, Robert, vous avez dit « Ce thème de l'identité m'a pas semblé prioritaire pendant longtemps, de par mon passé et mon idée communiste et internationaliste. » Et après, vous avez dit « Mais je sentais que j'avais quand même une responsabilité vis-à-vis de l'Arménie et du peuple arménien. » Comment ça s'est joué entre le film de 2005 et le film de 2015 ? Très simplement, je crois que j'ai longtemps pensé que cette question était secondaire, et en fait, aujourd'hui, je dis qu'elle n'est pas secondaire, elle est seconde. Mais je continue à penser qu'elle est seconde. Donc je continue à penser que c'est pas la chose, c'est pas... Au fond, je continue à penser que le plus grand clivage dans le monde, c'est quand même entre les riches et les pauvres. Et après, les questions d'appartenance, effectivement, sont des questions, mais qu'il faut considérer comme secondes et pas comme secondaires. Donc je fais mea culpa là-dessus. Et je crois que tous les gens de gauche, en fait, peuvent le faire, quoi. Parce que je crois qu'on a négligé cette histoire. Voilà. On a négligé ça. On a considéré ça comme secondaire et ça nous pète à la gueule aujourd'hui. Aussi parce qu'on l'a considéré comme secondaire. Et il fallait s'en occuper aussi. Il faut toujours s'occuper des questions de seconde. C'est la grande leçon, je crois, de ce fait de... Tu n'es pas d'accord, hein? Je me méfie avec lui, je n'ai pas idée. Oui, mais là, tu es en train de dire que... Là, tu es en train de parler des questions, parlons clair, des questions identitaires, d'identité. Oui. Mais sauf que tu les traites d'une manière... Comme ma mère est allemande, en plus, je suis très à l'aise pour parler d'identité. Et que je suis marseillais, comme vous l'entendez. Je voulais simplement t'entendre sur les questions d'identité, parce que dire que c'est second, c'est une chose, mais la façon dont tu... Et là, encore une fois, ça a un lien avec la manière dont les Arabes considèrent leur racine ou surtout leur identité, leurs identités. C'est-à-dire qu'elles sont non seulement plurielles, et c'est aussi le cas des Marseillais, et elles sont devant nous. C'est-à-dire que contrairement à ce que les identitaires, les gens qui sont si focalisés et obnubilés par leur identité, qui les placent à l'origine, c'est-à-dire ceux qui font finalement toute leur vie, quelqu'un comme Elias Sambar, par exemple, qui dans son travail de travail historique te rejoint finalement dans cette question de qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que ça devient, ces origines. Et donc elles sont à venir, ces origines, parce qu'elles sont toujours en travail, elles sont toujours en discussion. C'est vrai qu'on dit l'origine, moi je dis l'origine, c'est d'où l'on vient, c'est d'où l'on part. Donc on construit après son identité à partir de ça. Pour moi, l'identité, ça s'assimile à la biographie, au fond, d'ailleurs. C'est-à-dire, on connaît son identité quand on meurt. Je veux dire, on rentre dans l'âme, au moment de son dernier souffle. C'est l'identité, ou les identités, d'ailleurs, la plupart du temps, parce qu'on n'a pas une identité, on a des tas, et puis l'identité,
L'identité, ça a à voir avec la personnalité, ça a à voir avec la personne. Donc l'identité, c'est nos orientations sexuelles, est-ce qu'on est marié ou pas, est-ce qu'on a des enfants ou pas. Enfin, l'identité, c'est nos goûts. Et évidemment, c'est aussi nos origines, parfois nos provenances géographiques, ou éventuellement, pour ceux qui ont des religions religieuses. Mais, ou même voilà, l'idée d'identité nationale, par exemple, est une idée absurde. L'identité, c'est pas ce qu'on a sur sa carte d'identité. L'identité, c'est toute notre richesse, c'est très complexe. Et du coup, d'ailleurs, pour moi, l'identité n'est pas une question politique, du tout. C'est une question littéraire. C'est une question passionnante, d'ailleurs. Puisque c'est la biographie. Ça raconte un homme, son identité, ou ses identités. Je préfère dire ses identités parce que ça se construit. Et puis l'identité, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, est une chose qui est extrêmement mouvante. Enfin, c'est un peu comme un électron, hein. C'est un peu comme... je veux dire, on ne sait jamais ce que c'est parce que je n'aurai pas la même identité demain que celle que j'ai aujourd'hui. Les choses auront changé dans ma vie, donc je ne serai pas le même homme. Voilà, je n'aurai pas la même identité. Mon identité, évidemment, n'a pas été fixée le jour de ma naissance. Dieu soit loué, laïquement parlant. Mais... voilà, c'est tout ça, c'est tous ces débats autour d'identité qui effectivement qui m'agacent au plus haut point. Et quand je dis ça, enfin, quand je disais ça dans l'image, je disais que c'était... Et depuis même que j'ai fait le voyage en Arménie, enfin, je crois que je l'ai aussi fait parce que pour me mêler de cette question-là, parce que la manière dont les autres en parlent enfin, pour le dire gentiment, m'énerve, pour le dire méchamment, me révolte, quoi, voilà. Donc on ne peut pas laisser cette idée comme ça, cette idée à tous les extrémistes, intégristes, essentialistes, etc., tous les moinistes qu'on peut inventer, voilà, tous les simplistes, oui, c'est vrai. Mais voilà, laissons ça où ça est, dans sa belle complexité, c'est-à-dire laissons ça à la littérature et aux arts en général. S'il vous plaît, je voudrais revenir sur le titre du film, Une histoire de fou. Moi, ça m'interroge un peu. Vous avez prolongé votre réponse de tout à l'heure. Est-ce que c'est pas la folie surtout du pardon qui me semble moi le plus évident dans le film, parce que on est à la folie de la violence, évidemment, violence du génocide, pas de folie bien sûr du point de vue de la révolte et des attentats en eux-mêmes, mais c'est la folie surtout du pardon. Et on peut peut-être voir là ce qui serait l'humain dont on parlait tout à l'heure, là, le sens profond de la référence à l'humain, qui serait peut-être dans ce lieu-là, hein, et qui évidemment demanderait à être, je dirais, à passer au niveau politique, du point de vue de la Turquie. Il faudrait qu'elle fasse bien sûr l'appel, la reconnaissance du génocide et demander pardon. Hein. C'est comme ça que je verrais l'apaisement un peu de cette mémoire qui sinon est toujours malade, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, mais bien sûr. Je crois que le pardon est au cœur de ce film-là. Je crois qu'on peut aussi... le pardon en valeur absolue n'existe pas. Je crois que le pardon existe comme une transaction. C'est-à-dire on accorde son pardon à celui qui vous le demande. Ça, c'est l'humanité. Mais je veux dire, on ne peut pas pardonner à des gens qui ne demandent rien, qui ne reconnaissent pas ce qu'ils ont accompli. Je veux dire, ça, c'est le début. Oui, c'est le début. Ça ouvre un processus, donc là, d'apaisement, de réconciliation. Voilà, à partir de ce moment-là, on reprend langue, on reprend une discussion possible. Et ça, c'est vrai que c'est le seul... Enfin, tous les génocides ont des tas de caractéristiques qui sont mais rigoureusement identiques, hein, sur la désignation de l'ennemi, de sa richesse, de sa trahison, voilà. Après, sur les techniques, puisqu'évidemment, il faut toujours prendre les gens, les concentrer quelque part, les massacrer progressivement, le plus clandestinement possible, puisque tout génocide contient sa négation lorsqu'il s'accomplit. Personne n'affirme je suis en train d'accomplir un génocide, et ça ne se dit pas, ça ne s'affiche pas, ça s'exnomine. Bon. Donc c'est vrai que il y a toutes ces caractéristiques. Après, ils ont tous des spécificités. Et c'est vrai que, hélas, la spécificité de ce génocide-là, c'est que, des siècles après, l'État qui l'a accompli mais non seulement ne le reconnaît pas, mais le nie encore farouchement aujourd'hui. Enfin, farouchement, comme j'ai toujours dit et pensé, après, vous avez vu que le Bundestag a reconnu à la quasi-unanimité, moi je le vois,
le génocide arménien, là, est tellement très loin. Il dit le mot génocide, il précise, c'est un très long texte. Il reconnaît même que l'Allemagne a une forme de, en tout cas, de laisser faire et presque parfois de complicité avec ce génocide-là déjà. Immédiatement, il y a des réactions d'Erdogan de la Turquie, des rodomontades, en fait, où on dit l'ambassadeur revient, on arrête les relations diplomatiques. Évidemment, il les renoue le lendemain matin parce que l'argent n'a pas d'odeur. Voilà, et que l'économie, que les relations économiques entre ces deux pays-là est indispensable à la Turquie, en tout cas, plus qu'à l'Allemagne d'ailleurs, je pense. Mais du coup, c'est toujours des moulinets, quoi. Hein, bon, voilà. Mais c'est vrai que qui servent et qui continuent à servir et à maintenir en place ce pouvoir qui redevient, enfin, en tout cas qui réexploite fortement le nationalisme turc, et qui était un nationalisme soi-disant laïque pendant 60 ans, aujourd'hui c'est un nationaliste qui se revendique de l'islam. Mais c'est vrai que peu à peu, je pense, depuis ces années, hein, quand même, depuis ces mouvements donc de lutte armée, en fait, qui ont en fait réveillé quand même tous les Arméniens du monde, quoi, dans leur combat. Depuis la stratégie qui est celle des Arméniens, puisque ce mouvement s'est autodissous un peu comme on le voit dans le film, ça se termine comme ça. Hein, donc ils s'entretuent, ils ne sont pas d'accord sur la stratégie, et le mouvement disparaît. Fait s'autodissout. Et beaucoup partent en Arménie, qui à ce moment-là, l'Arménie soviétique qui devient à ce moment-là indépendante, partent rejoindre cette Arménie-là, qui est une Arménie, donc, oui, indépendante, libre, etc. Fait libre, façon de parler. Et c'est vrai que depuis, dans la diaspora en tout cas, la stratégie, c'est une stratégie d'encerclement diplomatique, qui petit à petit, je dirais, on pourrait imaginer, le comble serait que le monde entier ait reconnu le génocide arménien, sauf la Turquie. C'est ahurissant, quoi. Mais là, donc, et les choses gagnent quand même le terrain chaque année, quoi. Tous les Arméniens dans le monde essaient d'obtenir des reconnaissances de leur pouvoir public, parfois de leur municipalité, de leur assemblée locale, régionale, parfois donc nationale, parfois internationale. Le Conseil de l'Europe a reconnu aussi. Le Vatican, l'année dernière, ce qui est extrêmement important, c'est quand même un leader d'opinion immense, enfin, je veux dire. Le pape. Donc peu à peu, et aussi grâce effectivement quand même au combat de tous les Turcs chez eux, parce qu'il y a quand même, moi évidemment, comme je dédie le film à mes camarades turcs et j'en ai, qui se battent chez eux, je veux dire, c'est presque devenu, comment dire, l'emblème ou ce serait le signe, en fait, si demain la Turquie serait le signe que la Turquie serait devenue un pays libre et plus juste. Donc le parti le plus démocratique aujourd'hui, fait le plus progressiste, enfin, je ne sais plus quel mot utiliser, en Turquie, qui s'appelle l'HDP, a inscrit, je crois que c'est le premier article de son programme, la reconnaissance du génocide arménien. Parce que même pour un Turc d'aujourd'hui, la reconnaissance signifie un changement vraiment idéologique de la Turquie. Les jeunes, bien sûr, les plus jeunes sont... Oui, d'ailleurs, les plus jeunes... à part, effectivement, comme dans tous les pays du monde, à part des nationalistes exacerbés, cinglés, les plus jeunes n'en ont rien à foutre de cette affaire. Ils veulent aussi que ça soit libéré, quoi. Ne pas, donc, et entamer un processus de rapports normaux avec cette communauté internationale. Je ne comprends pas très bien la question du pardon. Enfin, je sais pas, il me semblait que le pardon a été central un peu dans en tout cas dans l'aspect romanesque du film. Donc, si vous l'avez mis, je suppose que ça avait de l'importance pour vous. Mais quelle importance, je ne la vois pas. Enfin, je la vois, sinon, à passer, bien sûr, au niveau politique, la Turquie. Mais est-ce que ça avait de l'importance en elle-même de parler de l'humanité à travers la folie des hommes, comment dire, de la violence se transmuant en folie à ce moment-là du pardon. Le pardon étant fou, étant pas normal, étant proprement humain, mais n'étant pas bestial, je veux dire, étant hors des normes habituelles des rapports qu'on peut avoir, des rapports de force. Donc oui, je ne sais pas si cette signification-là a été dans votre film.
il me semble quand même que le pardon est important. Quoi, dans le... Ouais, oui. La justice qui est importante, c'est pas le pardon. Oui. C'est la justice qui est importante. C'est la demande de reconnaissance, donc la justice. Et d'ailleurs, tous les peuples qui ont été génocidés ne demandent qu'une seule chose. Et le pardon n'exclut pas la justice, au contraire. La Oui, justice, mais c'est d'abord première. Oui. On est d'accord là-dessus. Mais là, en l'occurrence, je veux bien qu'on voit du pardon, mais j'aimerais bien savoir où. Mais dans la victime. La victime, alors c'est autre chose. Laquelle? Gilles? Oui. Ah, oui, mais c'est autre chose. Il n'est pas arménien. Ah oui, non, bien sûr. Oui. Ah bah oui, mais non, mais on parle de quoi? C'est pour ça que je pose la question, parce que c'est pas très très clair. Peut-être, mais pourquoi les victimes, à ce moment-là, a-t-elle ce rôle-là dans votre... Non, c'est pas la même chose. Il n'a pas un rôle de... Enfin, là, je vais laisser... C'est pas un rôle du tout de pardon. C'est qu'il devient, lui, la phrase, c'est le meilleur ambassadeur de la cause arménienne. Et donc, il n'est pas du tout dans le pardon. Il est au contraire, c'est comme les nouveaux acquis aux causes sont généralement plus radicaux que ceux qui sont dans la cause de façon historique, enfin, depuis longtemps. Il va aller loin, justement, pour obtenir justice, pour obtenir cette visibilité. Et donc, là, en l'occurrence, moi, c'est pas une question de pardon. Il ne pardonne pas à Cyrus. Il ne pardonne pas du tout. Il s'appelle comment le personnage? Aram, pardon, c'est l'acteur qui s'appelle. Pour moi, c'est pas une question de pardon, c'est une question de compréhension, d'empathie, d'être non pas avec, mais d'incorporer sa dimension arménienne qu'il ne connaissait pas. Et il l'incorpore grâce malheureusement, mais c'est grâce à la blessure de ses chairs qu'il l'incorpore. Parce qu'avant, il n'en avait strictement rien à faire. Et c'est quand même une opération incroyable. C'est une opération que, d'ailleurs, c'est très, très, très difficile de le montrer. On ne peut le montrer finalement qu'au cinéma. Après, sa démarche, depuis le début, à Gilles, bien sûr, la démarche de Gilles depuis le début, c'est de vouloir comprendre. C'est aussi, lui, le seul endroit, avant de juger, il veut comprendre. Voilà. Donc, il veut vraiment, c'est pour ça qu'il se renseigne, même avant d'aller à Marseille, il se renseigne tout seul. Il est avec des livres arméniens, il veut savoir ce que c'est ces histoires. Il veut savoir. Puis il y a aussi une autre dimension, c'est qu'il a une nouvelle mère, Gilles. C'est la mère universelle, c'est la mère arménienne qui devient une mère universelle. Non, je posais la question pas forcément c'est pour m'éclairer en fait. Effectivement, maintenant je vois, mais c'est parce qu'il y a tellement de dimensions, disons dans ce pardon, si je reprends le terme. Bon, je suis pas fan du terme, mais bon, il est dans le film. Moi j'aime bien, hein, lui. Oui, d'accord, mais enfin j'ai le droit aussi de ne pas aimer. Je devrais réécrire tes scénarios. En fait. Et la mère est une... Il incorpore par ses chairs cette cause, mais il l'incorpore aussi parce que d'un seul coup, une mère vient ouvrir ça. Je sais pas comment je pourrais dire ça autrement que elle vient perdre dans cette chambre d'hôpital sa dimension ethnique. Enfin, elle devient d'un seul coup la mère de tous les blessés. Et j'avais jamais vu ça dans un film de Guédiguian. C'est la première fois que je vois une mère qui devient universelle. Parce que même si c'est souvent des mères courage, mais des mères qui perdent qui perdent pas parce qu'elles gagnent en même temps. Évidemment, elles gagnent énormément parce qu'elle devient mère universelle. Mais ça, c'est une figure philosophique de cinéma. Mais c'est tellement rare dans la réalité. À La Roche-sur-Yon, nous connaissons plusieurs personnes. Nous connaissons des Arméniens, des gens qui parlent arménien, qui sont de culture arménien, mais que les Arméniens ne veulent que l'Arménie, que le pouvoir arménien actuel n'accepte pas sur ce territoire. Ce sont des gens qui sont nés, soit ils ont un père azéri, Azerbaïdjan à côté. Donc moi je me pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est uniquement parce qu'il y a eu la guerre du Haut-Karabakh et que donc l'Azerbaïdjan est devenu l'ennemi de l'Arménie, ou est-ce que c'est parce qu'il y a une assimilation entre les Arméniens pour assimiler les Azéris aux Turcs? Moi j'ai entendu une fois une jeune Arménienne me dire les Turcs.
au lieu de dire les Azéris. Les Azéris, on dit les Turcs en Arménie. Ah oui, d'accord. Ah, bah, bon, c'est le même mot. D'accord. Ok, excusez-moi. C'est pas le même mot, mais c'est vrai que... Alors moi, ce pardon, moi, je vois que l'Arménie ne pardonne pas, enfin, ça rejoint aussi l'identité, aux couples mixtes. Je ne sais pas si tout le monde a compris la situation. C'est qu'actuellement, à La Roche-sur-Yon, il y a à peu près une vingtaine de familles, que la France n'a pas reconnu le droit de rester sur le territoire français, mais que le préfet essaie d'expulser, mais il ne peut pas. Enfin, par exemple, lundi, on va encore aller à la préfecture, où on va faire des demandes pour savoir est-ce que je peux vivre avec... Enfin, un monsieur va dire, mon père était azéri, ma mère était arménienne, quelle est la loi actuelle? Maintenant, en France, je me suis marié avec une arménienne reconnue, les enfants sont nés en France. Est-ce que les enfants nés en France vont pouvoir vivre? Ce monsieur est refusé par la France, mais aucun pays n'en veut. Et moi, j'ai l'impression que les Arméniens sont très très durs. Et je rejoins un peu ce que vous disiez sur l'identité. Je pense que le fait de traîner ce génocide, en plus, je pense que c'est un peuple aussi, vous connaissez mieux que moi, mais qui se prend pour le peuple élu. Enfin, c'est le premier peuple chrétien. Enfin, son écriture a été d'inspiration divine, etc. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peuple fier et qui, justement, ne pardonne pas. Enfin, je veux dire. Et actuellement, des gens sont obligés de quitter le pays pour pouvoir vivre en famille. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, très clair. Si vous voulez, c'est tout fait. C'est complexe parce que l'Azerbaïdjan est effectivement donc soutenu par la Turquie. Bon, elle a mis, si la hérédité au moins centenaire. L'Azerbaïdjan, de surcroît, a, dès les années 90, effectivement, donc, fait des pogroms, effectivement, organisé des pogroms, etc., pour tuer à nouveau des Arméniens. Alors, génocidé une fois, mais pas deux, quoi. Il y a aussi ce rapport-là, les Arméniens, c'est-à-dire, bon. Et l'origine vraiment de cette affaire, c'est que le Karabakh était une enclave autonome, d'ailleurs, dans l'Azerbaïdjan, décidée par Staline, par le pouvoir soviétique à ce moment-là, qui a découpé effectivement des territoires arméniens en plusieurs parties pour ne pas qu'ils puissent constituer quelque chose qui pourrait résister justement sur une idée nationale, de communauté nationale, etc. Donc le Karabakh, dès que l'Union soviétique s'est effondrée, en fait, le Karabakh s'est déclaré autonome immédiatement. Il a fait un référendum, il y a 98%, je crois, ils ont déclaré leur autonomie, qui est reconnue par absolument personne aujourd'hui. Voilà. Depuis, ils sont en guerre. L'Azerbaïdjan est entré, bon, et effectivement a attaqué. Le Karabakh a gagné la guerre, en fait. Les gens du Karabakh et les Arméniens ne lâcheront jamais ce Karabakh. Et la Turquie a tout de suite soutenu l'Azerbaïdjan. Et c'est vrai que les Azéris sont des Touraniens. Il y avait dans l'Empire ottoman, il y avait une espèce de volonté de continuité de l'Empire ottoman, l'Empire ottoman qui perdait partout aussi des territoires. Il faut vraiment essayer de voir une carte, hein, essayer de continuer, d'avoir une continuité vers l'Asie en Azerbaïdjan. C'est pour ça que communément, on dit, en Arménie, on dit que les Azéris, on dit les Turcs. Mais les Turcs eux-mêmes reconnaissent que les Azéris sont des Touraniens. Sont du même, on remonte à des trucs de folie, quoi, des choses de dingue. Bon, après, il y a d'autres intérêts en jeu et d'autres rapports avec l'ancienne Russie, avec l'OTAN aujourd'hui, etc. Tout ça se mélangeant. Mais effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, un Azéri, en Arménie, on va dire, je ne peux pas nier qu'il n'est pas très bien vu, quoi. C'est clair. Mais il y en a quelques-uns. Et là, vous retrouvez une situation en plus où un Azéri et un Arménien ensemble se retrouvent ici, en France, dans une situation, on rentre dans une... Voilà, c'est une histoire de fou. Ça devient incompréhensible, oui, c'est un truc, bon. Et après, en Arménie, il y a des gens qui, effectivement, aiment beaucoup des Azéris qui sont copains avec eux, ils travaillent ensemble, et d'autres qui ne peuvent pas s'encadrer parce qu'ils sont dans ce conflit-là qui perdure, hein, qui n'est pas du tout réglé. Il y a eu une résurgence, là, il y a eu moi, très forte. Peut-être juste Robert sur la stratégie d'encerclement diplomatique, et en même temps aujourd'hui on voit que le rapport de force est plutôt
en faveur de la Turquie. Je parle de la crise des réfugiés, de l'accord qui a été signé. Ouais. Est-ce que malgré tout cela, la Turquie d'Erdogan ne peut pas se dire pour l'instant, je ne bouge pas, l'Europe a tellement besoin de moi, et je ne bougerai même pas là-dessus d'ailleurs. Non seulement elle se dit clairement ça, mais elle exploite de manière très claire, en fait, toutes les forces antidémocratiques. Bon. Et alors là, c'est sûr, c'est de reconnaissance, mais ils sont quand même en train à nouveau de régresser sur la question kurde d'une manière extrêmement violente. En fait, c'était beaucoup plus. La situation en Turquie était beaucoup plus, je sais pas comment dire, juste et démocratique il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Il y a 10 ans, il y avait déjà Erdogan. Et on pouvait penser, et puis finalement, Erdogan a perdu un petit peu de son pouvoir, peu à peu, puisque justement les choses se libéralisaient un petit peu. Il a redurci tout depuis 2 ans. Aujourd'hui, c'est une guerre civile quasiment. C'est une guerre civile, en fait, au sud-est de la Turquie, là, dans le Kurdistan turc. À Diyarbakir, tout ça, la capitale du Kurdistan. Donc c'est vrai que la situation aujourd'hui est très... et il joue, bien sûr, du rapport de force avec l'Europe, etc., avec cet accord ignoble, je veux dire, qui a été signé avec les Européens. Vive l'Europe. Voilà. Donc on n'est pas bien là. Ça a régressé de ce point de vue, mais il est toujours pareil, les choses sont très contradictoires. L'Allemagne a signé cet accord, en même temps, le Bundestag, quasiment à 100%, on vote à la reconnaissance, et voilà. Par en plus des députés allemands turcs. Ouais. Et Erdogan est allé jusqu'à dire qu'il fallait leur faire une analyse sanguine parce qu'ils ne sont pas turcs, ils sont probablement kurdes. Quand même, on est quand même loin, hein, je veux dire. Vous voyez, et Le Pen, c'est un gamin. Hein. Ouais. Oui, il dit exactement... Marine Le Pen, c'est une démocrate. Non, mais c'est vrai, c'est dingue. On n'imagine pas, je veux dire, quand on est quand même très centré ici sur les habitudes qu'on a, nous, les discours ici. Quand on va là-bas, même sur la question des Azéris, tout ça. Moi, je suis allé souvent en Arménie. Je dirais que même le niveau de langage n'est pas le même. Hein, que policier, comme on est là, tranquille, on bavarde. Ils sont quand même plus dingues que nous. Hein, je veux dire, plus dingues. C'est pas plus dingue, vous voyez ce que je veux dire. Moi, je souhaitais simplement revenir au film. Oui. Et parce que là, on est parti dans la politique. On sait très bien, bon... j'ai beaucoup aimé l'attitude de la mère, donc Ariane Ascaride, par rapport au jeune Gilles, voilà, qui a été meurtri dans sa chair à cause de son fils. Et on a parlé du pardon tout à l'heure. Je trouvais qu'elle avait un petit peu la même ligne de conduite dans les neiges du Kilimandjaro quand elle s'occupe des petits gamins, du jeune qui leur a taxé le cadeau pour aller voir les neiges du Kilimandjaro. Et j'ai trouvé qu'on a vraiment la même... c'est la même actrice et c'est vraiment la même attitude qu'elle a. C'est vrai. Je sais pas, c'était volontaire, c'était... Non, c'est pas volontaire, si vous voulez. Ça doit être... Tout simplement, c'est pas volontaire, mais c'est involontaire, mais ça veut rien dire que c'est ce que je crois. Donc je peux reproduire ce type de comportement et d'idées de film en film dans des circonstances très très différentes. Oui, c'est pas, je me suis pas dit je vais faire le même comportement et tout ça, mais c'est vrai que cette histoire de... Et là, ça a plus à voir, c'est vrai, avec c'est pardon, compréhension. Bon, ils préfèrent la compréhension, d'autres préfèrent le pardon. Bon, ben, moi, je m'en lave les mains, en fait. Mais pour moi, les deux peuvent se jouer ensemble. C'est vrai que c'est vrai que l'attitude est un peu la même, mais je crois vraiment que cette idée de commencer avant tout geste, à essayer de comprendre ce que vit l'autre, de ce qu'il a fait, d'où il vient, et voilà, pour que ça me semble une évidence morale dans tout comportement qu'on doit avoir à l'égard d'autrui. Voilà. Je ne vais pas juger, condamner, m'énerver contre quelqu'un, si je ne sais rien de lui. Voilà, c'est aussi simple que ça, en fait. Voilà. Après, si j'ai été atteint, puisqu'il faut faire des films, il faut raconter des histoires. Donc si j'ai été atteint, ce qui est le cas de ces deux personnages-là, effectivement, j'essaie de leur faire avoir des attitudes que je trouve
que moi je considère comme exemplaire, que je considère qu'on devrait avoir. Ça paraît un peu vous voyez. Ça paraît un peu irréaliste du reste que Gilles et Ariane Ascaride partent au Liban sans que la police française fasse. Non. Non. D'abord, si vous voulez, ce point de vue. La police française, on sait ce que ça vaut. D'abord, elle n'est pas bonne, la police française. Oui, bah oui. La preuve. Non. Là, non, blague à part, en fait. Elle fait quand même le pari, ils en parlent. Hein. C'est-à-dire, lorsqu'elle va le voir, Gilles, son mari lui dit, mais il va peut-être parler et tout ça. Elle fait quand même le pari qu'il ne parlera pas à la police. Donc, je crois que personne n'est au courant de ce que dit la mère à Gilles. Ou elle avoue, en fait, elle le dit à Gilles. Si elle y va par là, elle dénonce son fils à Gilles. Oui. Hein, pour utiliser ce mot excessif, elle dénonce entre guillemets. Mais elle fait le pari en plus, tout en lui disant qu'il est à Beyrouth et qu'il est inatteignable. Donc elle fait le pari qu'il n'en parlera à personne. Donc le film suppose qu'il n'en parle à personne parce que ça ne change rien, il est à Beyrouth et il est dans un autre schéma, il est parti dans un autre schéma d'une autre attitude, une autre façon de voir cette chose-là. Quand il lui dit c'est aussi pour rechercher ton fils que tu pars avec moi. Bien sûr. Donc là, il y a aussi un choix volontaire. Oui. Mais moi, je voulais dire que dans tous vos films, je trouve cet humanisme volontaire pour le coup. Oui. Donc, et peut-être d'espérance. Et puis plusieurs fois dans le film, on demande à quoi on croit. Je trouve que l'image qui dit le plus du génocide, pour moi, c'est finalement quand on dépose ce corps qui est revenu au pays, mais qu'on voit que le pays, c'est pas seulement la terre, mais c'est aussi le ciel, la culture, la police qui est là derrière, etc. Une vérité. Donc c'est un humanisme volontaire dans un monde réel. Et surtout, je trouve qu'à chaque fois aussi dans vos films, la violence, qu'elle soit par rapport aux syndicats, qu'elle soit par rapport aux forces de l'argent, etc., que ça soit... la violence, elle est toujours... possible. Donc c'est aussi un humanisme qui n'est pas béat, c'est un humanisme qui est vrai, enfin qui est véritable et qui est inscrit dans la vie. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je voulais vous demander comme ça, quel est votre plan à vous préféré de ce film? C'est trop tôt pour le dire en fait. Il faut que je sois plus... Il faut que le film soit plus vieux, quoi, pour que je cherche... Je l'ai pas assez vu, pas assez de temps à passer encore. Après, il y a toujours une séquence que j'aime plus que d'autres. Mais bon, il y a des choses comme ça. J'aime beaucoup la séquence à l'hôpital entre les deux, quand la mère vient voir. Bon, c'est pas un plan, donc c'est la séquence. Et cette confrontation entre deux Mais j'aime beaucoup le dernier plan aussi. Avec la musique et tout ce plan-là, comment quitter cet endroit. Question de plan, moi j'aime beaucoup le plan du regard du fils sur la mère endormie. Parce que finalement, là, on l'a pas beaucoup dans le film. Là, pour le coup, c'est vraiment le mère et le père, le fils et la mère. Et c'est un plan, ça. C'est la caméra padote un peu sur le corps d'Ariane. Et je crois que c'est le plan le plus émouvant pour moi. C'est pas la scène, c'est un plan là. Ouais. La scène la plus émouvante, c'est vraisemblablement la scène de l'hôpital. Mais le plan le plus émouvant, c'est pour moi celui-ci. Quand Simone danse aussi, c'est pas mal. Quand Simone danse aussi, c'est plus... Oui. Parce que le plan du fils sur la mer, c'est tout ce qu'il y a de plus simple, en fait. Il n'y a pas de tension dramatique particulière, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu... Lui est en danger, mais c'est pas son danger à lui qu'on a là dans le plan. C'est tout simplement le regard sur sa mère endormie. Et c'est pas simple de faire un plan qui n'a pas de tension dramatique et qui soit d'une émotion aussi grande. Finalement, là, c'est la caméra qui caresse Ariane. Et la caméra, c'est qui? Finalement, donc c'est autre chose. C'est aussi autre chose que simplement le regard du fils sur sa mère. Bon, puis après, ça ne nous regarde plus. Et du coup, on approche de l'heure de discussion. Je propose peut-être d'aborder tranquillement la conclusion
Est-ce qu'il y a beaucoup de villes qui ont reconnu le génocide? Par exemple, j'étais à Martigues il n'y a pas longtemps. J'ai vu un monument à la mémoire du centenaire du génocide. Est-ce qu'il y a beaucoup de villes qui ont reconnu ça? Oui. Non, il y en a beaucoup en fait. Il y a évidemment Lyon, Marseille, il y a tous les endroits où il y a une communauté qui est forte parce que évidemment elle est plus active et plus influente. Mais il y a des petites villes parfois, je veux dire Chaville, banlieue parisienne. C'est-à-dire, s'il y a un village avec 200 personnes et qu'il y a 5 Arméniens, ils vont revendiquer ça, que vous mettez quelque chose, etc. Et ils l'obtiennent petit à petit, par-ci, par-là. C'est vrai à Montevideo, c'est vrai à, je sais pas où, en Californie. La Californie est un Quetta, par exemple, a reconnu le génocide, parce qu'il y a une communauté forte. Les gens qui n'ont pas reconnu ces endroits où il n'y a pas de communauté du tout. Il faut qu'il y ait au moins un Arménien pour qu'il revendique le... Voilà. Bon, il y a des endroits où il n'y en a pas. Voilà, mais il y a vraiment beaucoup d'endroits. Ouais. À La Roche-sur-Yon, il y a des jeunes Arméniens, mais qui sont plutôt de la nouvelle génération. Oui, ils sont moins... Mais alors, ils ont trouvé nulle part, ils l'ont mis au fond de l'église du Sacré-Cœur. Ah ben voilà. Donc vous savez que c'est... Voilà. Mais en attendant que les autorités, je ne sais pas... Mais pas, il ne va pas rester là, mais pour l'instant... Et moi, à chaque fois que je vais dans n'importe quel pays du monde où je vais maintenant présenter des films, je balade pas mal quand même. Quand je commence un débat, avant toute chose, je dis est-ce qu'il y a un Arménien dans la salle? Il y a toujours au moins une main qui se lève, qui dit oui, là. En fait, à des endroits, il y en a un seul. J'étais à Santiago du Chili, par exemple, il y avait un Arménien. À Stockholm, il y en avait 4. Mais après, il y a des endroits, à Sydney, il y en avait 50. Bon, ça dépend. À Tokyo, il y avait un Arménien. Après, il y a des endroits où la communauté est très forte. À Buenos Aires, c'est énorme. À Los Angeles, c'est énorme. Voilà. À Marseille, à Lyon, il y en a beaucoup, beaucoup. Ça dépend des endroits. Si vous voulez continuer cette discussion avec Robert et Christophe, un petit pot vous attend dans le hall. Vous attend aussi les 3 derniers exemplaires de Robert Guédiguian, cinéaste, le livre du biographe officiel de Robert. Et pour ceux qui voudraient poursuivre la discussion aussi demain, alors plus autour du coup de Robert Guédiguian, l'homme engagé, le cinéaste politique, etc. Je vous donne rendez-vous à 10h30 demain au 18B, voilà, pour continuer cette discussion qui est initiée par 2 associations, Festiclap et Gauche Avenir Vendée, avec Nathalie Marchand et Martine Tchankay qui sont derrière. Voilà. Merci. Merci à vous. Je vous rappelle également demain à 14h30. La ville est tranquille et à 21h au Fil d'Ariane.